ciseaux bleus. Organiser cette conférence pour expliquer à nos compatriotes la réalité des faits et pour montrer l'impact que ce genre de montage a sur notre économie. Nous avons écouté beaucoup de discours, beaucoup d'interventions. Depuis, moi personnellement, je n'ai pas voulu me faire du débat, mais sur les réseaux sociaux, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les médias, notamment les radios et les télé, j'ai suivi toutes les informations. C'est-à-dire ces informations des politiques, comme celle des hommes de la société civile, j'ai suivi toutes les informations. Avant de commencer cette conférence, je voudrais recadrer un peu le débat et poser les principes. Alors, dans le premier temps, je voudrais dire que nous sommes en train de parler d'une société qui fait de l'extraction minière. Nous sommes dans le cadre d'une industrie d'extraction minière et qu'il y a une différence entre Wassel et Ranco. Les deux sont des sociétés, mais les deux sont totalement et complètement différents. Il faut comprendre que Wassel n'existe que par une convention de concession qui a été signée entre les gouvernements de Wassel et nos autorités, c'est-à-dire l'État togolais. Et cette convention de concession s'assoit sur une ressource minière qui appartient à tous les Togolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ces ressources minières n'appartiennent pas à une famille, pas à un clan. Ce n'est pas un héritage d'une personne. Ce sont des ressources minières qui appartiennent à toute la population togolaise, y compris même individus, surtout aujourd'hui dans le monde de sa mère. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que être actionnaire de Ranco, c'est la même chose que être actionnaire de Wassel. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes en train de parler et tout ce qui va être développé qui va suivre s'assoit sur le fait que nous sommes en train de parler d'une industrie d'extraction minière. Et que le calcaire qui se trouve dans le sous-sol d'Atabego n'appartient à personne. Ça appartient à tout le monde. Ça, c'est le premier cadrage que je voudrais faire. Le second est relatif au fait que lorsque vous êtes actionnaire d'une entreprise, quel que soit le nombre d'actions que vous détenez, vous êtes propriétaire de l'entreprise. Cela suppose qu'en equity market, vous avez tous les risques, à la fois financiers, à la fois opérationnels, organisationnels, même systémiques. C'est vous, l'actionnaire, qui le supportez. Donc, vous avez un devoir et des obligations, quel que soit le nombre d'actions que vous détenez dans cette entreprise. C'est pour cela que toutes les entreprises, selon le WADA, les principes de WADA, doivent produire à la fin de chaque année des états financiers qui sont destinés dans un premier temps à ce qu'on appelle cette administration extraordinaire. Ensuite, le rapport de gestion ou le rapport annuel qui doit faire l'objet de validation d'approbation lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Et ces deux documents retracent la vie
soit le nom d'action que vous détenez, vous êtes censé savoir ce qui se passe exactement dans votre entreprise, parce que c'est votre entreprise. Lorsque cette entreprise est cotée en bourse, je voudrais rappeler que ça fait 16 ans que je travaille sur la bourse régionale des valeurs immobilières, je suis ingénieur en finance. Tout ça, c'est mon métier, c'est ce que je fais, c'est le cœur de mon métier. Lorsque la société est cotée en bourse et qu'il y a une multitude d'actionnaires, c'est-à-dire on ouvre le capital à 20% au public, eh bien, le conseil d'administration doit absolument donner des ordres, des instructions à la direction de l'entreprise, à la gouvernance, demander à ce que tous les états, les rapports annuels, les rapports de gestion soient publiés par tous les moyens pour que l'ensemble des actionnaires, où qu'ils se trouvent sur cette terre, sachent exactement ce qui se passe au sein de leurs entreprises. Donc, on ne peut pas venir me dire que, une fois qu'on a de l'argent, on peut acheter de l'action partout, dans tout sens. Lorsque quelqu'un se met en association avec un étranger pour avoir une société importée de vie, de venir vendre dans le marché de l'economie, donc je m'en fous. C'est leur business. Mais à partir du moment où cette société, le statut de cette société tire juridiquement leur vie d'une convention de concession minière qui s'assoit sur les ressources qui m'appartiennent et qui appartiennent à tous les collègues, ça me concerne. Quel que soit le nombre d'actions que la personne détient et quel que soit le niveau en termes d'autorité, de non-autorité auquel il se trouve. Ça, c'est les deux cadrages que je voudrais faire pour qu'il n'y ait pas de polémique par rapport à ce qui va suivre, pour que tout le monde comprenne clairement que nous sommes dans une situation bien spécifique où il y a un certain nombre de cadrages qu'il faut respecter aux finances d'entreprise. Ce soir, nous allons parler essentiellement aux finances d'entreprise et aux finances de marché. J'espère que ceux qui sont des initiés dans le domaine, qui sont dans la salle, ne vont pas vouloir poser des questions pour nous pouvoir aller deux fois quel avis. Tout ce qu'ils vont faire, c'est que les choses ne vont pas rien. Donc, nous allons essayer d'expliquer les choses dans un mainstream pour que tout le monde puisse comprendre. Je vais passer la parole à Serge pour la complexité de montage de réseau fiscal. Il faut comprendre que l'intermédiaire qui est Chesterfield Group n'est probablement pas le seul intermédiaire des Indiens ou de Wassel. Il est probablement dans un réseau beaucoup plus élargi, beaucoup plus complexe que ça. Alors, lorsque les journalistes font des investigations pour découvrir un réseau fiscal dans le monde, la plupart du temps, lorsque vous réussissez votre investigation, vous vous arrêtez à Chesterfield Group, à l'intermédiaire. Vous n'avez aucune chance d'aller au-delà de l'intermédiaire pour découvrir Mossack Fonseca. Jamais. C'est l'intermédiaire qui connaît celui qui fait passer le flux de recettes, celui qui détient la liquidité, l'argent. C'est lui qui va voir Chesterfield Group, l'intermédiaire, et lui demande de lui monter un réseau fiscal qui va faire disparaître la traçabilité de toute sa fortune. Et quand Chesterfield Group, l'intermédiaire, lui, il va s'adresser à Fonseca, à Mossack Fonseca, au cabinet Mossack Fonseca. Il faut comprendre que ces genres de cabinets sont des cabinets extrêmement complexes et fournissent des compétences les plus affûtées, si je puis m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des avocats d'affaires, vous avez des ingénieurs en finance, des docteurs en finance, vous avez même des économètres, des gens qui sont capables de faire des montages avec des milliers de comptes bancaires.
Ici, le client est Wassem. Donc, lorsque vous avez la chance, en tant que journaliste, de découvrir Chesterfield Group, le directeur, lorsque vous l'avez au téléphone, tout ce qu'il va vous donner comme réponse, c'est que oui, les sociétés Micheli, qui sont domiciliées au Delaware, et les sociétés Baliware lui appartiennent. C'est tout. Lorsque vous avez peut-être une information sur Mossack Fonseca et que vous vous rendez au Panama et vous allez au cabinet de Mossack Fonseca, ils vont vous dire qu'en réalité, les règles du Panama, qui sont dans une république ou dans une zone totalement défiscalisée, et donc que les règles de leur cabinet ne leur permettent pas de donner des informations à qui que ce soit. Et votre investigation s'arrête là-bas, à Chesterfield. Alors, la plupart du temps, lorsque celui qui est l'intermédiaire meurt, eh bien, toute la fortune peut disparaître. Parce qu'il n'y a que lui seul et le client qui savent ce qu'ils ont. Dans le prochain slide, vous verrez la toile et je vais vous expliquer davantage la complexité de la chose. Merci beaucoup. Devant un cas d'évasion fiscale avérée. Et lorsqu'on est en présence d'un tel niveau d'évasion fiscale, il y a une chance, très peu de chance, qu'il n'y ait pas possibilité de fraude fiscale. L'évasion fiscale, ça développe un certain de techniques pour contourner la loi, et la fraude fiscale de violer la loi en complicité avec l'autorité fiscale. Mais il y a très peu de chances qu'à ce niveau de valeur, vous fassiez de l'évasion fiscale sans qu'il y ait la fraude fiscale. Très peu de chances. Donc nous sommes en présence d'un cas d'évasion fiscale. Alors, lorsque les actionnaires majoritaires font de l'évasion fiscale avérée, ils sont dans une association de création d'entreprises offshore, dans des paradis fiscaux. Il faut comprendre que vous qui êtes actionnaire, des copains actionnaires qui font de l'évasion fiscale, eh bien, ça vous profite en réalité. Parce qu'un des objectifs de l'évasion fiscale ou de la fraude fiscale, c'est d'augmenter ce que nous appelons la part distribuable. Et dans cette part distribuable, il y a par exemple les dividendes. Donc, en réalité, vous, actionnaires, vous en profitez, quel que soit le nombre d'actions que vous détenez. Vous devez poser des questions. Alors, en ce qui concerne l'impact économique, dans ce genre de situation, c'est facile. Vous avez d'abord une faiblesse au niveau des recettes fiscales, puisque l'entreprise fait tout pour diminuer peut-être au niveau des coûts des fournisseurs ou au niveau de coûts de management de façon générale, de manière à ce qu'ils paient le moins d'impôts possible. Donc, ça nuit aux recettes fiscales, ça nuit au trésor national. Vous avez une faiblesse des recettes fiscales. Vous avez une faiblesse des recettes non fiscales. À partir du moment où 90% de l'actionnariat est détenu par une tierce personne, et dans le cas d'espèce de Wassem, l'État togolais ne détient que 10%. Alors que ces 10%, c'est ces 10% qui doivent ramener des dividendes au trésor. Et ça fait partie des recettes non fiscales. Donc, lorsque vous avez une industrie extractive dont les capitaux sont détenus à 90% par l'étranger, vous n'avez que 10%, vous n'avez pas un niveau de recettes fiscales, non fiscales qu'il faut. C'est pour ça que depuis un an et demi, avec l'économie, nous avons toujours dit qu'il faut absolument changer de business model dans le secteur minier. Ça nous l'avons répété. Voilà la configuration. Vous avez également une aggravation du déficit budgétaire. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles
je crois, le PDG de Gaulle a été convoqué la dernière fois devant le Congrès américain, où le sénateur, qui était, je crois, le responsable de la commission des finances, lui a fait comprendre qu'il est responsable du déficit budgétaire des États-Unis d'Amérique. Pour le seul fait qu'il a fait sortir une bonne partie des fortunes de son groupe vers l'Iran, qui se trouve être aussi un paradis fiscal. Et eux, ils l'ont très rapidement convoqué le Congrès. Mais depuis que ce scandale a éclaté, je ne pense pas que le président de l'Assemblée nationale va convoquer quelqu'un pour lui demander ce qui se passe exactement. Alors, vous avez sur le plan social la corruption. La corruption, parce que ce genre de montage veut qu'il faut corrompre l'autorité fiscale, il faut corrompre un certain nombre d'autorités politiques, etc., pour pouvoir continuer le business. Donc il y a corruption, et qui dit corruption dit sortir le flux ici. Vous avez les injustices sociales. Le cas de la scène est clair, c'est le cas de l'injustice sociale. Vous avez de l'injustice fiscale. Parce que nous, qui sommes des citoyens honnêtes, nous payons la TVA tous les jours. Tous les jours que je fais, ce que vous consommez, vous payez la TVA là-dessus. Donc vous participez à l'effort fiscal du pays. Mais eux, ils font tout pour ne pas payer suffisamment d'impôts, de manière à ce que la part distribuable, notamment les dividendes, soit énorme. Vous verrez tout à l'heure que les dividendes qu'ils ont perçus en 2015 sont faramineux. Ensuite, vous avez quoi? Une égale répartition des richesses. Ce scandale montre, et je vais le démontrer, vous allez le voir tout à l'heure, il y a une inégale répartition des richesses dans ce pays. Et tout ça a pour convergence la faiblesse de la croissance économique. Nous l'avons toujours dit avec l'économie. Lorsque le ministre de l'économie qui vient d'être élu applaudit tous les jours qu'il y a 5, 9 de taux de croissance, 6% de taux de croissance, nous avons dit avec lui que ce niveau de taux de croissance est faible et ne sortira jamais sur le pays de la République. Jamais. Avec 6% de taux de croissance. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, en termes de recettes non fiscales, qu'est-ce que nous avons eu? En 2015, les recettes non fiscales représentent 6,23% du PIB, à peine 54 milliards. En 2016, les prévisions que eux-mêmes ont fait la dernière fois à l'Assemblée nationale, les recettes non fiscales représentent 5,75. Et pourtant, nous sommes un pays, nous ambitionnons d'énergie. Si nous n'augmentons pas le niveau de recettes non fiscales par rapport à la richesse minière dont dispose ce pays jusqu'à au moins 30-35% de notre budget, le Togo ne sortira jamais de la pauvreté. Le Togo ne se désendetera jamais. Notre situation aujourd'hui impose absolument que nous changeons de business model dans le secteur minier et que ces ressources additionnelles alimentent nos recettes non fiscales. Il faut que nos recettes non fiscales atteignent au moins 25% de notre budget. Aujourd'hui, nous sommes à 5,75. Ensuite, il y a les flux illicites. Nous en avons parlé, beaucoup en parlent. Le dernier rapport de Global Financial Integrity dit 2003-2014, 11 milliards de flux illicites. Ce qui vient d'être démontré, c'est les illustrations parfaites de flux illicites qui sortent de ce pays. 3 milliards par jour. Et vous, avec le produit, nous l'avons dénommé tout budgétaire. C'est un tout qui n'a même pas de fond pour l'ensemble de nos ressources qui doivent nourrir ce pays vont dans ce taux au lieu d'atterrir au Trésor national. Ensuite, vous avez le déficit budgétaire, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, M. Ayasson est parti, mais il vous a laissé un pays qui a un déficit budgétaire de 14% de PIB. Nous étions à 12%, 10-12% en 2012. En 2016, prévisionnel, nous sommes à moins 371 milliards de déficit budgétaire.
Et qu'est-ce qui alimente le déficit budgétaire? C'est l'endettement. C'est l'endettement qui sert à alimenter le déficit budgétaire. Alors que nous avons des ressources additionnelles qui pourront permettre de combler ce déficit budgétaire. Et la norme, le critère de convergence du pacte de stabilité de mémoire dit qu'il faut avoir un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB de la richesse nationale. Nous sommes à 14%. Voilà cela le cycle en 10 ans, en tant que ministre de l'économie et des finances. Alors, que nous rapporte en réalité notre industrie, le rapport 2013 de l'ITIE? Eh bien, figurez-vous que notre industrie extractive nous a rapporté par habitant 2 970 francs CFA par habitant. Donc, pour tous, vous avez gagné 2 970 francs en 2013. Et en termes de dividendes, la part de dividendes de l'ensemble de la contribution, sur la totalité de la contribution en 2013, c'est le même à 22 milliards, selon le rapport de l'ITIE. La part des dividendes, c'est 333 francs que vous tous vous avez gagné. Et vous allez voir combien d'autres compatriotes gagnent en le même temps. En 2015, la SEM vient de distribuer à l'État de Goulet 412 500 000 francs CFA. C'est-à-dire que vous et moi, quand la SEM a fonctionné pendant l'année 2015, ce que nous avons gagné, c'est 35 francs. Vous tous, c'est ce que vous avez gagné. Parce que les 412 millions de dividendes, c'est les recettes additionnelles, c'est ça qui va au trésor. Et je passe sous silence le courrier que nous avons découvert et à qui ce courrier le chèque a été adressé. Alors, dans le même temps, M. Agnalé, qui est de couleur comme moi, dont le papa ou le grand-père n'a pas laissé des terres à Camégo avec des ressources minières en dessous, lui, il a gagné 46 millions de dividendes. Lui tout seul, avec sa famille, 5 ans et ses enfants. Pendant que vous avez gagné 50 francs. Lui, 46 millions de francs CFA en 2015, comme dividende. Et on lui pose des questions, il dit qu'il n'a aucune responsabilité dans la chaîne. Alors, c'est là où je dis que c'est ce que nous appelons, c'est ça qui est dans l'histoire de l'opposition dit, tout le monde en parle, mais c'est ça. Concrètement, c'est ça l'inégalité, ce qu'on appelle l'inégale répartition des richesses d'un pays. Où il y a certains citoyens qui sont, je ne sais pas, peut-être qui sont sortis majeurs depuis le CP1 jusqu'en doctorat, et ce critère leur permet d'avoir, eux, la richesse à eux. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon cerveau, eux, ils n'ont rien. Vous avez des nombres d'entreprises bizarres qui sont en réalité des entreprises porteurs, des entreprises étranges. Parce que c'est quand même curieux dans cette liste, toute cette liste, qu'il y a certains nombres des gens très très puissants au pays qui n'apparaissent pas. Vous ne trouvez pas ça curieux? Vous avez cette entreprise qui est limitée. Le nom est bizarre, mais bon, je sais que vous allez comprendre. Kenen Limited. Et cette société, on a cherché, on a investigué, personne ne sait où elle se trouve sur cette planète. Personne ne sait où. Personne ne sait qui est le directeur, qui en sont les propriétaires. Ils ont 223 250 actions. Ils ont gagné 1 milliard 674 000 dividendes en 2015. Bon, en expérimenté en finance que je suis, ce que j'ai jamais fait, c'est un montage de porteurs. C'est-à-dire les gens qui veulent être actionnaires de la scène, mais qui ne veulent pas, dans sage, qui sont actionnaires. Ils ont créé une société avec un notaire, ils font passer d'autres documents juridiques en campagne. Et vous avez une société, vous allez chercher
chez cette société sont sièges partout sur cette planète, vous ne le trouverez jamais. C'est eux qui sont les gros actionnaires de Wassem. Ensuite, il y a l'Indien Prasad. Il est le second. Je ne suis pas sûr qu'il garde à lui tout seul 969 millions de dividendes. Il y a forcément sous lui, il a certainement signé également des actes notariés, des portages d'actions avec d'autres volets que je ne veux pas qu'on connaisse le nom. Ensuite, vous avez Cassiton Limited. Cette société également, on l'a cherché, on est même allé sur la mer, on n'a pas trouvé son siège. Personne ne sait à qui elle appartient, qui est le directeur, qui en sont les principaux actionnaires. Nada, rien. Eux, ils ont gagné 705 millions de dividendes pour 2015. Ensuite, vous avez Quartz Limited. Au moins ça, c'est un peu moderne. Quartz Limited, 23 000 actions. Ils ont gagné 176 millions. Et le pauvre a gagné, il est le 5e actionnaire majoritaire principal. Il a 6188 actions et il a gagné à lui tout seul 46 millions en 2015. Donc voilà ce qu'on appelle une injustice de toutes ces formes. Je ne sais pas quel est le critère sur la base duquel les gens se mettent tout seuls dans une chambre et ils se distribuent les actions d'une entreprise qui s'assied sur les ressources minières de tout un peuple. Je ne sais pas quel est le critère, il faudra qu'on le définisse. Avec les petites expériences que j'ai, je sais que dans ce genre de choses, vous faites d'abord une publication 2 mois à l'avance. Il y aura une ouverture de capital ou qu'il y aura une création d'une société qui va exploiter une ressource minière. Et que l'ensemble du peuple soit au courant. Et après, on fait ce qu'on appelle la période de souscription. Et sur la bourse régionale des valeurs mobilières, généralement, cette période de souscription, c'est 1 mois. Et vous êtes tenu de faire de la publicité tous les jours pour que tout le monde sache exactement ce qu'il en est, avec la nombre d'informations qui suivent. Je suis dans ce pays depuis des années, je n'ai jamais entendu qu'il y avait des actions de la scène qu'il fallait acheter. Alors, tout ça, je me suis dit, il faut que j'évalue l'entreprise. Je n'ai pas beaucoup de données. Je n'ai pas les états financiers, ceux qui peuvent publier, ceux qui sont dans une industrie extractive, ils refusent de publier les états financiers, ils refusent même de donner les données à l'ITIE, donc je n'ai pas ça en possession. Le peu de données que j'ai pu avoir, je me suis dit qu'il faut évaluer ces entreprises. Combien coûte aujourd'hui Wassem? Si nous décidons aujourd'hui, en tant qu'État souverain, de récupérer cette entreprise pour que les Togolais puissent en bénéficier, combien nous allons débourser le budget? La première signation me donne 89 milliards. Là, je ne suis pas sur le. C'est un peu compliqué, je suis pas sur un PA de 70%, c'est-à-dire la part distribuée avec les dividendes de 70%. Le bénéfice, vous calculez le bénéfice, et puis avec un taux d'intérêt de 10% rapporté sur 10 ans, vous calculez la valeur actuelle, vous avez 89 milliards. Avec ces 89 milliards, vous avez une action qui coûterait aujourd'hui, j'ai 82 milliards, pardon, 82 milliards 487 millions, l'action coûterait aujourd'hui 148 millions. Ce qui veut dire que vous et moi, quand on va puiser dans le budget et qu'on veut revendre cette société, tous ceux qui sont actionnaires aujourd'hui, donc ceux qui détiennent 20 parts, eh bien, ils avaient acheté ça à 10 000 francs aujourd'hui, il faudra qu'on leur paye ça à 140 000. Mais la seconde simulation, je pense que tient plus la route par le fait que depuis, je dirais, l'amont,
c'est-à-dire des fraudes qui se font sur le tonnage du calcaire qui est extrait jusqu'au processus de production du ciment. Je considérais que les dividendes qui sont distribués aujourd'hui, que nous connaissons, ne représenteraient en réalité que 20% de la part distribuée. Sur cette base, eh bien, l'OASEN coûterait aujourd'hui 127 milliards. Donc l'action vaudrait à peine 230 000 francs CFA. Alors, la perte que nous subissons pour la première simulation, c'est 76 milliards, et la seconde simulation, c'est 122 milliards. J'ai essayé de porter ça par rapport au stock, la valeur du stock en devises dont dispose le pays aujourd'hui, puisque nous sommes à 2 mois à 10 jours. Le stock en devises pour la couverture de nos importations en biens et services. Eh bien, cette valeur, cette perte représente ni plus ni moins 50% de nos stocks en devises. Ce qui veut dire que si nous avions nous-mêmes cette société recette, au moins ça nous permettrait de renforcer notre stock en devises auprès du Trésor français pour couvrir nos importations à au moins 50%. Alors, la dernière simulation, le risque potentiel en termes d'impôt sur les sociétés. Il y a eu également ce débat. Est-ce que OASEN est dans la zone franche ou pas? Moi, j'ai cherché la ligne d'impôt sur les sociétés. Si vous voulez savoir si quelqu'un est dans la zone franche ou pas, vous cherchez l'impôt sur les sociétés. J'ai cherché cette ligne dans le budget 2007. Depuis 2013, 2014, 2015, 2016. OASEN, il n'y a pas de trace de OASEN au niveau de l'impôt sur les sociétés. Si les autorités l'ont mis quelque part et où est caché, je pense qu'ils peuvent nous le donner. Donc, normalement, nous aurions dû avoir au niveau du Trésor jusqu'à 22 milliards, voire 34 milliards de rentrée d'impôts sur les sociétés, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Alors, comme tout dans la société civile, l'association de la société civile, si nous ne faisons pas de recommandation, de proposition, on va dire que nous sommes critiques. Que le gouvernement diligente un audit général sur ACEN, la pièce, Togoraï, Tortia, Vermontemi. Et dans cet audit général, il faut nécessairement un audit social, un audit fiscal, un audit actionnarial, pour savoir à qui appartient Casitor Limité. Un audit technique, un audit financier, un audit technique et opérationnel. Parce qu'il nous revient que sur le plan technique et opérationnel, les terrages sont même voilà, le tonnage qui est mis dans les rapports des ITIE sont en réalité de faux montants. Donc il faut un audit technique. Alors, nous recommandons que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour suspendre la convention de concession liant le Togo à OASEN. Les audits soient exécutés. Que les gouvernements, dans un souci de réduction de notre déficit budgétaire et d'augmentation de nos ressources non fiscales, portent dans les brefs délais le nombre d'adoptions déduites par les aides de collège à 50% de la génération. Ça, c'est le changement de business model. Nous l'avons toujours répété depuis un an. Alors que les gouvernements donnent les instructions nécessaires dans les meilleurs délais, les rapports annuels des sociétés OASEN et de Gouraï soient publiés. Ça va de soi. Ce sont des entreprises qui doivent publier les états financiers et les rapports annuels pour que les Togolais sachent comment ces entreprises fonctionnent. Alors que l'ITIE, j'ai mis ces recommandations parce que j'ai écouté quand le dernier rapport allait présenté, le responsable de l'ITIE dit qu'il faut que l'organisation civile fasse des recommandations. Nous leur
nous proposons dorénavant dans le futur rapport qu'ils mettent les bénéfices réalisés par les sociétés de façon dynamique, c'est-à-dire établis sur plusieurs années. Il ne faut pas que ce soit juste des données statiques. Que les données dynamiques sur les productions en valeur comme en volume, à l'annexe du rapport, de façon dynamique, que l'impôt sur les sociétés soit fait de façon individualisée, c'est-à-dire par société. Ce qui se trouve actuellement dans leur dernier rapport, c'est globalisé. Donc ça ne nous permet pas de faire un certain nombre d'analyses. Ensuite, que le régime fiscal des sociétés, surtout ceux qui opèrent dans notre industrie extractive, que leur régime fiscal soit précisé depuis leur création. Parce que j'ai découvert également un truc scandaleux dans le rapport par rapport à la loi fiscale où vous pouvez être dans la zone franche jusqu'à l'éternité. Lorsque vous êtes dans la zone franche inférieure à 5 ans, vous êtes exonéré d'impôts. Vous payez 0% d'impôts sur les sociétés. Entre 6 et 10 ans, vous avez, je crois, 8%. Entre 11 et, je crois, 20 ans, vous avez 15% d'impôts sur les sociétés. Et au-delà de 21 ans, vous ne payez que 20%. Il n'y a pas de limite. Ce qui veut dire qu'on peut créer une entreprise, on le met dans la zone franche aujourd'hui, et cette entreprise va demeurer éternellement dans la zone franche. C'est une anomalie. Une zone franche a pour objectif principal de préparer un pays à avoir ce qu'on appelle un secteur secondaire solide, c'est-à-dire des industries de manufacturier, de transformation. C'est ça l'objectif de la zone franche. La zone franche, ce n'est pas pour dilapider les ressources et faire des détournements. C'est pour préparer le pays à construire, bâtir un secteur secondaire. Donc on ne peut pas, dans le droit fiscal, dire que quelqu'un peut être en zone franche de façon indéterminée. Moi, je crois que je vais m'arrêter là-bas parce que ce qui suit, ce sont des photos. Je crois que Max va peut-être défiler les photos et puis nous allons passer aux positions. Je vous remercie.